Bonjour et bienvenue dans ce 10e épisode de Fantasy au petit déjeuner. Et oui, déjà 10 épisodes, c'est bientôt temps de sortir les bougies. Alors après une absence de 2 semaines, nous voici de retour pour parler d'une nouveauté, et non pas du retour du chat, mais on va parler d'un titre tout récent qui vient de sortir aux éditions J'ai lu. Le titre s'appelle Les Chroniques de Véral, tome 1, Le Voyage de l'Ombre Lune, édité aux éditions J'ai lu dans leur nouveau format pour les nouveautés inédites plus ou moins, et écrit par Sean McCollum, un auteur australien inconnu au bataillon. Mais heureusement, un bandeau est là pour nous dire que c'est un succès mondial jusqu'alors inédit en France. On va vite se rendre compte qu'on ne l'avait pas regretté ce bouquin et qu'il nous avait vraiment pas manqué et que le succès mondial, étant donné que le livre est épuisé en Angleterre et aux États-Unis, est tout à fait relatif. Peut-être que ça a cartonné en Russie et en Turquie, mais c'est loin d'être le cas dans les pays anglo-saxons et on va vite comprendre pourquoi. Alors l'histoire se passe dans un monde médiéval fantasy tout à fait classique et banal et met en scène un personnage qui s'appelle Varsovan, qui est un empereur mégalo, l'empereur de Darmari, et qui est bien décidé à faire tomber la cité de l'Armentel, qui est une très puissante cité universitaire, siège de savoir et des sciences, et qui résiste aux armées de Varsovan. Pour en venir à bout, Varsovan va utiliser une arme terrible de destruction massive qui s'appelle Mort d'Argent. Mort d'Argent, en fait, elle a l'apparence d'une armure, comme on peut le voir sur la relativement belle couverture que nous a fait J'ai lu. Mort d'Argent, en fait, c'est une armure qui englobe son porteur, le régénère, le soigne, et qui, lorsqu'une cible est désignée, prend l'apparence d'une boule d'énergie argentée qui va frapper la cible dans une sorte de colonne de feu et de flammes, et détruire et réduire à néant la cible en question. Et c'est ce que va faire Varsovan. Il va revertir l'armure et l'envoyer sur l'Armentel. L'Armentel va donc être réduite en cendres, vitrifiée littéralement par une colonne de flammes qui va descendre du ciel, invoquée par Mort d'Argent. Le problème, c'est que Mort d'Argent est incontrôlable et au fur et à mesure, les explosions vont continuer et vont devenir de plus en plus puissantes et violentes, ce qui fait que, alors que ça a commencé à l'Armentel, les explosions vont commencer à englober tout le continent de Toré et commencer à ravager entièrement le pays. Et donc lorsque le roman, on arrive à peu près à 50 pages, le continent est littéralement effacé, rasé de la carte, vitrifié par les explosions toujours plus puissantes de Silver Death. En fait, il n'y a que quelques rares survivants, et notamment certains d'entre eux, qui sont notre groupe de héros qu'on appelle plus ou moins les guerriers spéciaux, qui sont en fait un groupement d'espions venus de contrées différentes et qui se sont unis pour venir à bout de cet empereur Varsovan mégalo. Et ils ont survécu grâce à quoi? Grâce à l'Ombre Lune, comme c'est indiqué dans le titre. L'Ombre Lune, c'est un navire, mais un peu spécial. C'est un navire qui est capable d'aller sous l'eau, une sorte de sous-marin qui, grâce à des valves, des tubes et autres manivelles, peut rester immergé sous l'eau pendant un certain temps. Et c'est grâce à ça que nos héros ont survécu en restant immergés alors que le mur de flammes était en train de ravager le continent autour d'eux. Malheureusement légèrement endommagés suite à cette explosion, nos héros sont obligés d'aller réparer leur vaisseau au cœur de Hélion, qui est une petite île au milieu de l'océan, et s'apprête à revenir en fait en Toré pour récupérer Silver Death, puisque évidemment en Mort d'Argent, l'armure est toujours au milieu de l'Armentel. Une fois désactivée, puisqu'elle a tout détruit, donc elle n'a plus rien à détruire, donc elle s'est désactivée, elle reste au milieu des ruines vitrifiées de l'Armentel. Donc nos héros prennent le chemin de Toré et se ruent dans le pays ravagé de Toré pour essayer de récupérer l'armure. Malheureusement, Varsovan, qui était bien au courant des pouvoirs de Mort d'Argent, les a dévancés avec ses armées et a réussi à récupérer l'Armentel avant eux. Donc dans la première partie du roman, on arrive plus ou moins à ce statu quo, puisque Varsovan est toujours en possession de l'armure mythique de Mort d'Argent et s'apprête à envahir le continent d'Akrema et de faire de Diomac, une sorte de cité-état, son propre royaume. Et pour ça, il a bien l'intention d'utiliser Mort d'Argent, donc ce qui fait que nos héros vont devoir tout faire pour l'arrêter. Le roman met surtout en scène un personnage qui s'appelle Larron. Larron, c'est plus ou moins le héros principal de ce groupe d'espions. Larron, il a une caractéristique étonnante, c'est qu'il est un vampire. Et en fait, il est le seul vampire du monde dans lequel se passe l'action. Sauf que c'est un vampire qui est dans un corps d'un jeune homme de 14 ans, prépubère, avec des boutons plein le visage, etc. Et alors qu'il a 700 ans. Donc il vit plutôt mal cette situation. Par exemple, il a une moustache, une sorte de postiche pour paraître plus vieux, mais cette postiche n'arrête pas de tomber, donc ce qui donne un certain ridicule à la situation. Donc voilà, on va suivre surtout notre héros qui, lui, est empli d'esprit de chevalerie, donc il veut toujours venir en aide aux
la veuve et l'orphelin, aider les jeunes femmes, etc. dans un monde qui est plutôt violent et narcissique et qui ne comprend pas trop ses aspirations. Pourquoi il est chevaleresque? Parce qu'il faut savoir que en fait, Laron vient de la planète Terre. Et oui, c'est une des facultés de ce roman, c'est qu'il y a des références assez souvent à la planète Terre, parce que Laron, en fait, suite à une malheureuse manipulation magique, en fait, a été plus ou moins capturé de la planète Terre et emporté dans le monde dans lequel se passe l'action du roman. D'ailleurs, il y a souvent des références à la planète Terre, et il n'y a qu'à voir, par exemple, le vin s'appelle un chardonnay, où pendant un autre passage, on évoque la révolution de 1789, ou encore le siège de Saint-Jean d'Acre. Enfin voilà, il y a toujours des références à notre civilisation à nous, ce qui est un petit peu bizarre. D'ailleurs, c'est pas les seuls défauts du roman, parce que j'ai trouvé que ce roman était finalement assez moyen. Il faut savoir que le rythme est très long. Une fois passé les 100-150 premières pages avec cette énorme explosion et ce continent ravagé, l'action retombe très très mollement. On assiste à une sorte de statu quo, comme j'ai annoncé, où chacun essaye de récupérer l'armure, mais les jeux des pouvoirs, des influences fait qu'il ne se passe pas grand chose. Surtout, l'action est aussi très éclatée, puisqu'on suit plus ou moins une douzaine de personnages entre l'empereur, le groupe d'espions et puis d'autres individus qui vont se rajouter à l'intrigue, notamment une princesse en péril que Laron ira sauver de façon totalement ridicule. Autre problème, c'est que Laron, qui est un personnage de début très charismatique, parce que ce vampire chevaleresque dans un corps d'un gosse de 14 ans ne peut être que sympathique, et qui manie évidemment l'humour de façon excellente, finalement, suite à un retournement de situation, va plus ou moins changer de nature. Je ne vous révèle pas évidemment. Il va se passer quelque chose et notre Laron va en être changé, et à ce moment-là, son potentiel charismatique va s'écrouler littéralement, et ce qui fait qu'il va devenir beaucoup moins intéressant. De même, l'humour très présent au début, avec justement ce Laron très sarcastique, mais aussi ses copains et ses camarades de bord, qui aussi manient la verve, l'ironie avec talent. Tout ça s'écroule après 150 pages, ce qui est très dommage. J'ai été assez déçu finalement, parce que le début était vraiment bien et donnait une bonne... avait suffisamment de punch et d'originalité, parce qu'il y a plein de magie, enfin la magie c'est plutôt une référence à l'éther, donc science du 19e siècle en France, etc. Il y a beaucoup de mécanismes aussi, il n'y a pas de poudre à canon, mais par exemple il y a des autones, c'est plus ou moins des automates qui servent comme messagers ou comme compagnons d'armes. Enfin, tout ça fait qu'il y a un univers très original qui est pas forcément très homogène, donc il a tendance à pas tenir très bien la route. Mais voilà, il y avait de la matière, et c'est dommage parce que Sean McCullin a tendance à tirer sur la corde, et ce qui fait que l'intrigue devient très vite ennuyeuse et les personnages pas très intéressants, et c'est fort dommage parce que finalement on s'ennuie assez vite, et j'avoue que le bouquin m'est tombé des mains. Je suis même pas allé au bout du 3/4, j'ai arrêté parce que je voyais où ça allait à venir et ça m'a vraiment pas donné envie de continuer. Donc voilà pour le Sean McCullum. C'est peut-être la première fois dont on parle d'un bouquin dont on n'est pas très passionné, mais il faut bien que ça arrive une fois. En tout cas, on a parlé d'une nouveauté, et c'est chose promise, chose due, et on essaiera de récidiver la semaine prochaine. Alors je vous laisse pour cette semaine qui a l'air encore une fois merveilleuse, et je retourne à mon bol de Nesquik, qui est, oui, pas du thé, du Nesquik, et je vous dis à la semaine prochaine. Merci et à très bientôt, au revoir.